recommençons l'ordre du jour qui comprend maintenant deux conférences un peu plus longues avant la pause déjeuner. Dans un premier temps, ce sera la conférence de Xavier Bonneau, qui est architecte, docteur et HDR en architecture et urbanisme, professeur à la Villette et également à l'École Polytechnique, et qui dirige le GERFO, qui est le groupe co-sponsor de ce colloque, qui réunit des architectes, des urbanistes et des philosophes. Xavier, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, ce colloque fait écho à la rencontre qui a lieu en 1985 entre architecture et philosophie, il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, 3 événements importants ont participé à la transformation du monde, modifiant la réalité sociale et les modes de vie des sociétés, comme les formes urbaines. Le premier est l'intensification de la mondialisation sous la domination du néolibéralisme. Le second est la naissance, puis la diffusion, dans tous les lieux et au contact de chacun, de technologies numériques et d'outils informatiques. Le troisième est la reconnaissance des responsabilités humaines sur les dérèglements environnementaux et l'émergence de la notion d'anthropocène. Ces 3 événements ont évidemment influencé les pensées et pratiques de l'architecture, mais aussi son rôle dans les sociétés et plus largement ce que l'on attend d'elle. Avant de développer en quoi ce 3e terme, la reconnaissance de l'entrée dans l'anthropocène, peut revivifier l'architecture, nous allons commencer par relever quelques-unes des influences sur l'architecture des 2 premiers événements mentionnés. Dans la fabrique de la ville néolibérale, l'usage esthétique et monumental de l'architecture est utilisé à des fins de figuration et de communication dans le cadre d'une reconfiguration entre sphère de la création et sphère du marché. Dans ce jeu-là, l'architecture, souvent starisée, est un outil de marketing urbain délivrant des événements iconiques, des attributs distinctifs au service de villes désirant se faire attractives aux investissements économiques. Les architectes offrent des prestations de metteurs en scène de tendance, city branding, à la concurrence de territoires urbains. Il est aussi largement reconnu que le néolibéralisme accentue la ségrégation et découpe des territoires habités en sous-ensembles étanches les uns aux autres. Dans son dernier ouvrage, « Les riches font-ils le bonheur de tous ?», Zygmunt Bauman mentionne que, je cite, « Nos sociétés possèdent aujourd'hui 30 années d'expérimentation en matière d'augmentation des inégalités, lesquelles ont engendré une pathologie de la cohabitation sociale. L'accroissement vertigineux des inégalités économiques entre riches et pauvres renforce la ségrégation sociale, urbaine et fonctionnelle des territoires. On observe toujours plus séparés les uns des autres, d'un côté des quartiers d'affaires vidéosurveillés, de l'autre côté des plateformes touristiques offshore, par ici des quartiers chics bunkerisés, par là des bidonvilles. Il me semble que pour l'architecture, se soit refermée, ces 30 dernières années, la parenthèse moderne pendant laquelle elle avait porté le souci de l'amélioration des conditions de résidence du plus grand nombre. Le second événement de ces 30 dernières années est à l'évidence l'émergence des technologies numériques. Elles portent aussi un projet spatial, avec la possibilité qu'elles ont d'abolir la contrainte concrète des distances. Elles laissent entrevoir des possibilités de connexion démultipliées et instantanées, des contacts à distance qui entrent d'ailleurs en écho de manière étrange avec la réalité des mises à distance et ségrégation bien physique mentionnée précédemment. Ces technologies instaurent, au moyen d'outils de recomposition visuelle, des univers virtuels enchâssés dans nos activités quotidiennes. Elles édifient comme des bulles autour des corps, les équipant de 1001 compétences individuelles et collectives, et offrent aux sociétés une nouvelle consistance très bien mise en évidence par l'architecte et designer italien Andrea Branzi. Dans un article récent, il décrit les métropoles contemporaines comme des territoires illimités, caractérisés par le mouvement des flux, des marchandises, d'informations et de services tournoyant autour de 7 et bientôt 9 milliards de personnes, chacune porteuse d'un potentiel d'énergie, d'identité, de messages, d'échanges. Andrea Branzi parle, je cite, d'un monde urbain comme d'un aquarium traversé de planctons et de flux moléculaires dans lequel l'architecture a perdu sa crédibilité, son rôle, sa capacité à définir le cadre historique des sociétés.
La ville n'est plus alors définissable comme un ensemble de boîtes architecturales. Et les œuvres des architectes starisés évoquées précédemment ne représentent plus, selon ces mots, que les tentatives vaines pour casser cette indifférence généralisée en produisant des icônes, mais qui sont plutôt des coquilles vides qui continuent à vivre uniquement comme marchandises visuelles diffusées par le monde des médias sur les marchés des sites informatiques. À côté de ces deux tendances, nous faisons l'hypothèse que la crise environnementale, mise en récit depuis quelques années sous le nom d'anthropocène, interpelle la culture architecturale d'une manière plus tonique. Depuis quelques décennies, si l'on prend la date de 1992 et la tenue du sommet de la Terre à Rio, il est admis que le monde urbain ne constitue pas uniquement un nouveau mode de regroupement des populations sur la croûte terrestre. On sait désormais que c'est un phénomène qui, bien au-delà de son paysage visible, entre en résonance avec l'ensemble des grands systèmes de la planète Terre. Les cycles de l'eau, du CO2, de l'azote, des minerais, des espaces vivants, du climat, de la biomasse, des sédiments sont mobilisés à de telles échelles qui transforment les conditions géophysiques de la planète. Se modifie sous nos yeux une planète devenant inédite, identifiée par cette ère géologique nouvelle nommée Anthropocène. Il s'exprime par ce nouveau terme le fait que l'action de l'homme est devenue une force prédominante de modification de l'environnement terrestre. Il n'est pas facile de se représenter l'ampleur de ce façonnage, car les modifications globales suivent des évolutions lentes, muettes. Elles sont au départ invisibles, hors de portée des capteurs sensoriels et perceptifs de nos corps existants avant tout localement. Seule une information scientifique ou encore la rencontre d'épisodes ponctuels, ouragans, pics de pollution, vagues de chaleur, nous mettent au contact de ces évolutions dont les causes font l'objet de pas mal de dissonances cognitives. On a du mal ou l'on ne veut pas croire ce que l'on sait. L'Anthropocène, comme ère géologique, nous permet ainsi de comprendre que la construction de la planète a une histoire, ou bien, si l'on inverse les termes de la proposition, de comprendre l'histoire de la planète comme une construction, dans laquelle, que nous le voulions ou non, nous sommes dorénavant engagés. L'édification humaine et le système Terre forment dorénavant un ensemble interdépendant et fragile. Des productions architecturales de plus en plus nombreuses et diversifiées font déjà écho à ce contexte. Il s'agit d'initiatives éparses, dont l'exposition Réenchanter le monde, qui s'est tenue ici même à la Cité de l'Architecture il y a moins d'un an, présentait un panel de réalisations fort intéressantes. Nous posons donc l'hypothèse selon laquelle l'architecture se présente comme une des pratiques emblématiques de ce contexte anthropocénique, par le fait que la puissance constructive contemporaine nous engage plus encore, agissant autant sur les objets et édifices de notre quotidien que sur notre matrice planétaire. Nous allons donc poser 3-4 jalons pour repérer ce que peut être cette architecture de l'ère de l'Anthropocène. Commençons par dire qu'elle se formule dans un contexte différent de l'optimisme progressiste qui prévalait au début du XXe siècle. Il ne s'agit pas d'énoncer un nouveau manifeste architectural, mais de proposer quelques éléments de réflexion au regard du contexte de risque qui est le nôtre actuellement. Nous allons donc tour à tour voir en quoi ce contexte anthropocénique peut enrichir les savoirs auxquels s'adosse l'architecture, engager à retrouver le sens et les vertus de la fragilité et redonner une nouvelle consistance à notre condition corporelle. Alors, enrichir les savoirs auxquels s'adosse l'architecture. Ces réalités inquiétantes qui marquent l'entrée dans l'Anthropocène nous incitent à remettre en cause la confiance que nous avons accordée à nos modes de planification précédents. Notre pensée de la planification a été fondée, tout spécialement au XXe siècle, sur la prédictibilité de nos actes. Prédictibilité attendue de leurs adossements quasi exclusifs aux sciences de l'observation, comme le présentait Max Weber en 1919 dans son article « Le métier et la vocation de savant ». Sauf que de telles connaissances sont produites par l'observation des phénomènes a posteriori. Elles sont objectives et non pas projectives. Malgré l'aura et l'expertise scientifique, elles ne nous prémunissent donc pas contre les erreurs de planification et se sont montrées assez inefficaces à prévoir les évolutions des créations humaines. Elles ne nous ont pas jusqu'à présent permis de garder la main sur un monde qui, dans sa globalité environnementale, semble échapper à toute possibilité de contrôle. Il nous faudrait donc plutôt, aujourd'hui, admettre que les effets de nos actions
bien que celle-ci soit pourtant fondée sur les connaissances objectives, semble irréductiblement dépendre de phénomènes qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas connaître au moment où nous agissons. Pour limiter cette incertitude de fait, l'architecture peut contribuer d'une manière assez forte à la mesure de la diversité des points de vue qui constituent déjà son mode de connaissance. Elle apporte des savoirs et compétences d'installation qui s'ancrent dans plusieurs types de raisons, dans plusieurs modes d'existence, dans plusieurs échelles d'intervention, dans plusieurs registres de vérité, et peut permettre ainsi de faire travailler ensemble connaissances objectives et projectives. Les savoirs qu'elle peut apporter à ces enjeux de l'Anthropocène sont aussi liés à la pensée des milieux dont elle est désormais en charge. Cette pensée a été initiée par Georges Canguilhem comme affirmation d'un point de vue sur le vivant à partir du vivant. Plutôt qu'étudier le vivant depuis l'extérieur, depuis une visée mécaniste et réductionniste, Georges Canguilhem a mis en évidence l'importance des interactions, les dynamiques vitales qui se tissent entre les milieux et leur population, toujours orientées vers un optimum de potentialité en termes d'organisation, d'adaptation et d'invention. Pour l'architecture, cela nous enseigne le fait que le monde dans lequel nous intervenons est un tissu inextricable de formes vitales imbriquées. Au regard de toutes ces dynamiques entrelacées, il est plutôt à enrichir qu'à décomposer puis recomposer. Il nous apparaît alors plus clairement que ce n'est pas dans l'observance d'une loi qui serait réductible à une généralité ou d'une théorie qui définirait une position innocente et n'ayant pas à répondre pour ses conséquences qu'il nous faudrait agir. Plutôt faudrait-il au contraire solliciter des engagements, des implications à partir de la dynamique bioécosystémique préexistante de chaque milieu, sachant que celui-ci déterminera en retour nos conditions d'existence. Abordons maintenant la question de la fragilité. Les représentations qui émergent de l'Anthropocène, l'intrusion de Gaïa par exemple, donnent à voir une Terre qui, si elle constitue un système planétaire intégré, n'en est pas pour autant fragilisée et indifférente à notre devenir. Qu'attendre de l'architecture face à un tel état de fait? Peut-être, au regard du caractère irrévocable de cette intrusion dans notre avenir, au regard de l'inquiétante déstabilisation des conditions d'habitat humain à laquelle nous sommes confrontés, l'architecture peut-elle nous aider à nous préparer à une civilisation qui vient, qui a toutes les chances d'être bien différente de ce que nous connaissons aujourd'hui? L'incertitude environnementale qui s'installe durablement, comme la proximité croissante des catastrophes, relance notre recours à l'architecture comme compétence et culture d'installation. On comprend, sans vouloir l'accepter complètement, qu'il est alors raisonnable de nous éloigner de croyances qui représentaient l'émancipation des sociétés comme un processus d'extraction de toutes les dépendances à l'environnement, pour retrouver, à contrario, des attitudes plus modestes et plus contingentes au regard d'une planète fortement fragilisée, mais dont nous dépendons encore complètement. Dans cette réorientation, il y a comme un souci pour le futur qui reprend consistance, comme une attention au futur qui ne serait plus accaparée par cette idée de progrès qui avait jusqu'ici envahi toutes les représentations de l'avenir. L'architecture comme art de l'aménagement se découvre alors empreinte de pragmatisme, au sens où de nouvelles réflexions, de nouvelles contestations, de nouvelles pratiques nous attachent individuellement et collectivement aux conséquences de nos actes constructifs. Après la catastrophe qui a frappé le Japon il y a 4 ans, l'architecte Toyo Ito s'est engagé dans un programme de construction de maisons pour tous sur la côte est du Japon, dévastée par le tsunami. Il dénonçait en termes sévères les investissements du monde du BTP et de l'ingénierie qui engageaient des sommes colossales dans des digues toujours plus larges, plus hautes, plus chères. Les maisons communes qu'il a réalisées sont construites avec des moyens limités. Elles permettent aux communautés de reprendre pied et sont comme des structures modestes qui mettent en relation la fragilité de nos conditions d'humains mortels et la part d'incertain de notre milieu terrestre, dans une résonance finalement apaisante. Venant d'un architecte aussi talentueux que Toyo Ito, cette remise en cause d'une certaine culture du chef-d'œuvre moderne en direction de dispositifs plus ordinaires est riche d'enseignements. Elle donne à voir une architecture dont l'innovation revient à nous mettre en contact avec les fragilités de la planète Terre. Elle engage à ressentir, à percevoir les environnements construits et terrestres avec une acuité renouvelée
et peut-être à éprouver, dans cette fragilité, l'audace de vivre qui déserte trop fréquemment le quotidien des métropoles surconstruites dans lesquelles tout est calculé, automatisé, surveillé, sécurisé. Parlons maintenant du corps, de cette insistance de l'architecture à donner, par le caractère indéracinable du simple fait d'habiter, toute sa place au corps comme point de vue humain sur le monde. La crise environnementale est une résurgence du concret sur nos existences. En effet, ce sont bien des données physiques de l'environnement qui reviennent sur le devant de la scène. Le programme de l'architecture n'est peut-être pas de s'engager plus avant dans une constructivité radicale des milieux, qui viendrait alors comme contredire le lent travail d'adaptation réussi du processus d'hominisation dont nous sommes issus. Il est sans doute plus utile, plutôt que de vouloir fabriquer les milieux supports d'une performance dont nous serions toujours en défaut, de prendre soin des situations déjà présentes, conscient du fait que le lent façonnage anthropologique qui nous a fait humains est le résultat de 120 000 générations d'adaptation réussies au contact de la planète Terre. Reconnaître que le centre de gravité de notre relation évolutive est encore immensément au contact des conditions naturelles et géographiques constitue l'hypothèse biophilique du biologiste Edward Wilson, laquelle ouvre de nombreuses pistes de travail quant à de nouvelles manières de composer avec le biologique, le végétal, l'animal, autant de réalités avec lesquelles nous partageons encore nos vies. Poursuivons encore un peu sur le corps. Dans un de ses nombreux articles, l'architecte finlandais Juhani Palasmaa présente la phénoménologie comme étant pour lui l'art de rencontrer le monde. Cette rencontre avec le monde n'est pas une rencontre exclusivement mécanique. Elle ne peut pas se réduire au registre de l'avoir dont nous avons brièvement parlé au début de cette intervention. C'est aussi et avant tout une rencontre vivante à partir de notre existence de chair et du partage de la chair du monde, pour reprendre l'expression de Maurice Merleau-Ponty. Dans cette rencontre, toujours renouvelée, se fonde notre perception puis notre conscience du monde. On peut dire que par le corps, nous découvrons le monde comme une sorte de cousinage de structures matérielles assemblées, soumises à une même construction réussie. L'architecture qui prend conscience de cela ne peut que se tranquilliser quant à son projet. Il doit sans doute être plus facile et plus économe de cultiver ce lien biophilique plutôt que de se mobiliser à corps perdu dans un emballement progressiste, un imaginaire futuro-centré dévorant qui déplace toujours l'appréciation du bonheur dans un futur à construire sur un présent à détruire. Notre corporalité nous ancre donc dans l'organique, et ce, à partir d'une physiologie proportionnée et dimensionnée. Il n'est pas inutile de noter la performance frugale de ce mode d'existence organique, qui a permis, par exemple, d'inventer la démocratie avant l'imprimerie, d'énoncer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avant l'invention de l'électricité ou du feu nucléaire. Il y a des chronologies qu'un certain culte de la technique finit par masquer, mais celui-ci ne doit pas nous faire perdre de vue la nature du projet humain que nous voulons servir. Le philosophe Gunther Anders dénonce dans son œuvre le risque du grand dérapage de la démesure, du hors d'échelle. Il nous met en garde contre le péril de l'obsolescence de notre condition d'humain, si l'on cède à ce qu'il nomme la honte prométhéenne, ce sentiment secret de vouloir dégrader notre ancrage organique, de ne plus supporter la part d'archaïque et d'antiquité qui nous constitue. On comprend mieux alors que l'architecture d'une époque aussi systémique que l'Anthropocène porte le projet de construire des proportionnalités plutôt que des étrangetés. Que dire pour conclure ? Que les tenants de la mondialisation libérale ne s'intéressent pas aux enjeux planétaires ni réellement au maintien de l'habitabilité humaine de la Terre. Prendre au sérieux cette dégradation de l'habitabilité humaine de la planète engage des projets qui se fondent nécessairement sur des notions de pensée et d'action, sur des modes de pensée et d'action bien différents de ceux qui ont produit cette détérioration. Car les dynamiques de destruction et de cogénération des milieux ne sont simplement pas réversibles. Elles ne sont pas de même nature. L'architecture se trouve alors en charge de nouvelles tâches.
Il lui revient d'ouvrir un programme de connaissances transversales qui corresponde à la complexité du système Terre et de ses milieux à l'heure de l'Anthropocène, d'affirmer ses compétences au sein d'une culture de projet qui relie connaissances objectives et projectives à partir de ses savoir-faire de simulation, de figuration, d'anticipation, de concertation, de sa capacité à ouvrir des débats sur nos modes de développement. D'accompagner enfin la coévolution désormais indissociable entre conditions locales et environnement global. La compétence politique de l'architecture consistant ici à aider les cultures de l'aménagement à passer d'une puissance de transformation à des possibilités de régulation. Mais il semblerait aussi que cette ère de l'Anthropocène puisse nous permettre de renouer avec un sens esthétique effacé. L'architecture construit toujours un intérieur et un extérieur. Ses œuvres ont deux faces. Elles enveloppent les corps et s'adressent au lointain. L'horizon de l'Anthropocène est instable. Il n'a plus la stabilité du paysage de la Vénétie dans lequel Palladio posait sa Villa Rotonda. Mais sans aucun doute ressentons-nous encore la saveur de cette relation entre proche et lointain, entre objet et horizon, que la Renaissance avait affecté d'un sens esthétique nouveau. Alberti, dans l'art d'édifier, questionne la beauté à partir de ce lien-là. Je cite, « La beauté est l'accord et l'union des parties d'un tout auquel elles appartiennent. Cet accord et cette union, écrit-il, sont déterminés par le nombre, la délimitation et la position précise que requiert l'harmonie, principe absolu et premier de la nature. Cette harmonie est le but principal que poursuit l'art d'édifier. Elle lui confère son statut, sa grâce et son prestige, elle en fait le prix. » À la même époque, Léonard de Vinci notait aussi dans ses carnets une phrase qui nous intéresse. « Toute partie tente à se réunir à son tout pour échapper ainsi à sa propre imperfection. » Il est plaisant de retrouver la potentialité esthétique de ces relations, de voir combien Alberti et Léonard de Vinci valorisaient, dans le domaine du sensible et du percevoir, ces liens entre le tout et les parties, entre le local et le global ou entre l'objet et le planétaire, pour reprendre les termes que nous avons utilisés. Il est agréable, pour conclure, de se dire que toutes ces quasi-obligations qui nous sont faites aujourd'hui de mettre en adéquation nos constructions avec les contraintes de l'environnement planétaire ne sont pas que des injonctions morales, qu'elles peuvent permettre de retrouver des appréciations esthétiques effacées, comme la possibilité d'une renaissance que cette ère de l'Anthropocène ouvrirait peut-être. Merci de votre attention. Merci Xavier. Il m'appartient d'appeler maintenant au podium Luca Merlini, qui est architecte chez MR Architectes à Lausanne et professeur à Malaquais. Il a été convenu entre les deux conférenciers que la période de discussion suivrait les deux conférences. Donc ils vont présenter l'un après l'autre, et puis on va réserver une période de questions-réponses pour la fin de la séance. Donc je passe la parole à Monsieur Merlini. Bonjour. Je vais donc vous présenter une petite conférence qui s'appelle « Le milieu du monde, l'île et l'Oxique ». Vous verrez pourquoi, ce qui se cache derrière l'Oxique. Commençons donc effectivement par une image. C'est un dessin d'il y a quelques années où sont représentés tous les projets que j'avais faits jusqu'alors, depuis le début de ma carrière d'architecte. Je m'étais donné quelques règles. Une vignette de 2 cm par 2, 3 couleurs. Au début, dans ma tête, c'était une addition. En la dessinant, je me suis rendu compte que cela devenait un archipel. Les vignettes commençaient à se répondre les unes aux autres, à s'emprunter mutuellement des fragments, des directions, des fins et des débuts. C'est d'un archipel de mots dont je vais vous parler aujourd'hui. Lorsqu'on m'a invité à ce colloque où le préfixe, ce catalyseur de mots, jouait un rôle essentiel, je me suis souvenu d'un travail assez ancien que j'avais fait, en 1993 pour être précis, publié dans la revue IAS, ancêtre de la revue suisse Tracé, qui n'a rien à faire avec la revue Tracé française. Comme souvent, mes recherches qui tournent autour de l'architecture associent écriture et texte, mettant l'un et l'autre dans une position d'avoir chacun une dette envers l'autre. À partir de quelques préfixes, j'avais écrit quelques contes minuscules sur des morceaux d'architecture
qui me semblait en être la figure spatiale. J'écrivais alors comme introduction à cette série de contes, constat que le préfixe du langage, à travers cette particule, je cite, cette particule qui se place devant le radical d'un mot pour en modifier le sens, pour reprendre la définition du petit Larousse illustré. À l'époque, on était dans les Larousse et pas dans les Wikipédia. Il devient possible de construire la logique, la nuance, la pluralité et le plaisir d'un langage. Plus qu'arme du langage, il conviendrait de parler d'arbre du langage. J'ai donc ressorti 25 ans plus tard quelques-unes de ces histoires des saints. Elles sont 8 au total, je vous en présente 2. La promenade idiomatique. FLW est de la race des Buster Keaton au Jacques Tati, un élégant spécialiste de l'enchaînement et de la glissade. Vous avez tous en mémoire le type de scène suivant. Le seau de peinture tombe sur la tête du passant, le passant renverse l'échelle, le peintre déséquilibré se retient à la gouttière et emporte l'entière façade de la maison. On découvre alors un homme en chapeau et caleçon qui prend la fuite, et ainsi de suite, dans le jeu de l'accumulation des inattendus logiques. Imaginez maintenant une ville quadrillée, une ouverture dans le parc, sur le parc, un programme muséographique, et voilà que FLW invente une grotte courbe, hors de l'histoire de la ville et des échelles. Dans le monde de la verticalité, où le regard toujours monte, FLW installe un chemin à l'envers, une descente vers un centre. À bien y réfléchir, FLW a choisi son public idéal, James Bond, Spider-Man et Spirou. On imagine volontiers un vieux monsieur jouant à la fureur de vivre à l'intérieur de son sublime globe captif, au volant d'une Chevrolet dont il a fait crisser les pneus dans les rampes, hurlant de plaisir ou de regret à la vue d'œuvres constructivistes et pensant à la disparition de la ville. Aux dernières nouvelles, il n'est pas le seul, mais il est l'un des rares à y être parvenu. La Misovilla. Revenons une quinzaine d'années en arrière. La piscine flottante des nageurs constructivistes est arrivée à Manhattan. Un des membres d'équipage, RK, quitte le groupe, monte dans un gratte-ciel et se met à construire des bombes architecturales. Mais RK n'oublie pas la piscine. Un jour, il la ramène à Saint-Cloud, près de Paris, et la remonte dans un jardin à la place des poissons. Il dispose des girafes et des zèbres. Il se souvient d'avoir parlé de lieux dialectiques et d'avoir imaginé cette piscine comme un bloc de Manhattan construit à Moscou. La piscine est devenue une villa éclairée des environs de Paris, du moins se fait-elle passer pour cela, amoureuse de son propre jeu, à ne pas paraître ce qu'elle est. D'ailleurs, on nage en plein équivoque, en pleine verticalité déguisée, en pleine ligne de flottaison suprématiste. Les pingouins de Lubetkin ont promis de passer la semaine prochaine. RK a posé une nouvelle bombe, installé un gratte-ciel new-yorkais dans un zoo anglais en nous parlant de vieux souvenirs. Les voisins n'en sont pas revenus. Ils entendent un texte récitatif comme extrait d'un opéra de Luigi Nono, opus incertum, incertain surtout d'avoir affaire à une villa. Nous sommes plutôt face à une misovilla, négation de son propre type architectural. Il pourrait simplement s'agir d'un carrefour urbain, croisement de flux d'activités à la campagne. Depuis, le goût de l'aventure, une aventure certes un peu paresseuse, m'a poussé à avancer dans le mot. Du préfixe, je suis passé au corps du mot, à ce que l'on trouve au milieu. Et là, l'histoire du milieu du monde m'est revenue en mémoire. Pas sans raison. Près de la Sahara, où naquirent les Siam, que certains ont pu voir comme un préfixe à une architecture nouvelle, se trouve un lieu-dit, le milieu du monde. Le milieu du monde est un étang qui possède 2 déversoirs. L'un se dirige vers le sud par la rivière Venoge, puis le Léman, le Rhône jusqu'à la Méditerranée. L'autre vers le nord par la Thièle, les lacs de Neuchâtel et Bienne, l'Ar, le Rhin jusqu'à la mer du Nord. Donc toute la partie de l'Europe située à l'ouest de Pompaple est une île. Ici, à Paris, sans le savoir, nous sommes sur une grande île. Mais le fait de ne pas le savoir nous a permis d'échapper au malheur de l'île, au malheur de l'isolement, et nous a permis de vivre comme si nous étions sur un grand archipel. Un archipel qui s'appelle Europe, qui s'appelle Monde. Alors que l'île est un enfermement, l'archipel est une structure. C'est cela qui m'intéresse. Pour revenir à une autre structure, celle du langage, qu'il soit parlé ou architectural, quel est le mot archipel? C'est le mot qui réunit tous les mots, le lexique. C'est comme cela qu'est né un travail que je suis en train de mener et qui s'appelle le lexique. Le lexique est un lexique dont on ne sait pas s'il a un début et une fin.
C'est bien sûr une caractéristique évidente de tous les lexiques, pourriez-vous dire. Le lexique a néanmoins une particularité. C'est un lexique pour les architectes autour de mots de l'architecture. C'est donc un objet pédagogique. Peut-être d'ailleurs n'y apprend-on rien, puisque toutes les définitions restent en suspens. Comme si en cherchant à définir, on s'inventait de nouvelles questions. C'est d'ailleurs le but de tout enseignement, et une raison qui pourrait expliquer pourquoi dans le lexique, toutes les définitions se terminent par un point d'interrogation. Dans le lexique, chaque entrée donne lieu à un texte et un dessin, plus précisément à un texte-dessin. Un texte-dessin reprend une inquiétude qui est mienne sur les outils de la pensée de l'architecte, car en principe, les architectes ne parlent qu'avec un crayon à la main, voire un clavier. Pas toujours. Pourtant, si l'on en croit Alvar Aalto, architecte avare de mots, il en voudrait mieux, parce qu'on connaît d'Alvar Aalto la cruelle sentence suivante, reportée par les architectes Mansilla et Tuñón dans leur revue Circo. Dieu a donné du papier aux architectes pour qu'ils y dessinent. Tout autre usage qu'ils en font est un gaspillage. Alors, est-ce qu'écrire serait du gaspillage? Je ne sais pas, je ne l'espère pas. En tout cas, si la sentence est sévère, ma manière d'y répondre est de construire un assemblage entre texte et dessin. Un texte-dessin est un état qui traduit l'idée du monde comme un espace où toute chose est lacunaire, puisque autant le texte que le dessin ne s'expliquent qu'en rapport avec l'autre. Un texte-dessin ne tend donc pas à une complétude qu'en projetant un échange avec l'autre. D'une certaine manière, donner à chaque élément sa raison d'exister à travers les autres, c'est faire de l'architecture, et peut-être Aalto ne m'en voudrait pas trop. Le lexique contient, ou va contenir, car le lexique est en train de se construire, les mots suivants: combat, dérive, dessin, digital, échelle, forme, héros, interland, Nespresso, pèlerinage, ruine, trop, usage, et d'autres encore, car la liste est loin d'être exhaustive. Je vais vous en présenter 3. Digital, l'architecte et l'ordinateur. J'ai mesuré mon ordinateur, 30 par 19,2 par 1,7 cm. Si l'ordinateur est une réduction du monde, c'est une réduction à une échelle difficile à évaluer, d'autant plus qu'il s'agit là de la réduction d'un globe en un parallélépède rectangle. C'est là un problème de géométrie. Mais le propre de l'ordinateur n'est-il pas de révolutionner les géométries, y compris celles de la pensée? Et le propre de l'architecte n'est-il pas de faire l'apprentissage walter-benjaminien, de se perdre dans les géométries comme on se perd dans la forêt? Échelle, 2 août 2014. Parole portée par l'habitude. Elle est à quelle échelle, cette taxonométrie? Tu ne trouves pas que ce bâtiment n'est pas à l'échelle du lieu ou de ses ambitions variantes? Avec l'écran de l'ordinateur, on a perdu le sens de l'échelle. Il faut toujours mettre une échelle graphique sur un plan. Comme cela, on s'y retrouve, même si on réduit le document. Il y a comme une distorsion entre l'échelle du volume perçu de l'extérieur et le sentiment d'espace que l'on a lorsqu'on est à l'intérieur. C'est fascinant. Le sacré problème de l'échelle en architecture. J'écris ces lignes le 2 août 2014. Il y a la guerre dans l'est de l'Ukraine, en Irak et en Kurdistan, dans la bande de Gaza, en Syrie, au Mali, en Libye, en Érythrée, Somalie et Soudan, en Centrafrique. Et ailleurs ou ici, d'autres guerres, ignorées, larvées, prêtes à exploser, intégristes, sans fin. La liste de l'état du monde s'agrémente aussi du virus Ebola, qui se propage, des populations en fuite, des migrants qui se noient près de Lampedusa, etc., etc. Franz Kafka, qui savait se montrer d'une futile cruauté, écrivait dans son journal au 2 août 1914 « L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, après-midi, piscine ». J'aime beaucoup Kafka. Comme lui, je regarde Volens-Nolens, souvent trop près ou par-dessus, sans ajuster la mise au point sur la bonne distance. Quelle est donc l'échelle de la piscine? Car dans la piscine, il y a un bateau de migrants près de Lampedusa. Ruine, le cimetière des architectes. Lorsqu'il fut question de bâtir le cimetière des architectes, c'est évidemment la maison des morts d'Aldo Rossi qui servit de modèle. Rossi écrit à son propos: « La construction cubique avec ses fenêtres régulières a la structure d'une maison sans étage et sans toit. Les fenêtres sont des découpes dans le mur, sans menuiserie. C'est la maison des morts. En architecture, c'est une maison incomplète et donc abandonnée.
Cette œuvre, incomplète et abandonnée, est analogique à la mort. Des 4 parois qui forment le volume cubique, une seule est aveugle. Sur les 3 autres se trouvent des fenêtres d'1 mètre par 1 mètre, auxquelles correspondent les portes au niveau du sol. Et le texte continue. Le cimetière des architectes est donc un cube de 19 mètres de côté. Comme chez Rossi, il n'y a pas de toit. Mais ici, contrairement au modèle, il n'y a pas d'ouverture. Seul l'un des murs est percé d'une porte qui prend la forme de la silhouette de Dédale, figée dans une posture rappelant un plongeur au moment de l'envol pour une acrobatie sans retour. C'est ainsi du moins que le représente le peintre Charles-Paul Landon. À chaque fois qu'un architecte d'une certaine importance meurt, on vient découper une fenêtre dans une de ses parois. Cette fenêtre prend la forme de la silhouette de l'architecte qui s'est absenté. Dans les cas où l'œuvre d'un architecte est passée de l'architecture au mythe, il arrive qu'on remplace la silhouette par la figure qui semble s'imposer. Par exemple, Brigitte Bardot pour Adalberto Libera ou un masque de la Méduse pour Joanne Duck. Comment juge-t-on de l'importance d'un architecte? Dans un milieu professionnel dans lequel tout passe par des jurys, un jury de l'importance est constitué pour désigner les morts papables à l'honneur de devenir fenêtres. Dans une sorte de conviction que l'architecture est l'art de traverser les murs pour passer de l'intérieur de l'âme à la couleur du ciel, et vice-versa. Avec le temps et la mort qui avance, les parois sont de plus en plus percées. Elles finissent par s'effriter, et peu à peu, la maison des architectes s'écroule. L'abondance d'architectes produirait-elle des ruines? Je terminerai par mon intervention par 2 choses. Une, par cette question qui nous ramène au milieu du monde, un endroit où l'on est forcément un peu perdu, où l'on cherche peut-être un préfixe pour commencer à s'orienter. Et puis, par un mot qui vient aussi du XIC, qui met en jeu un préfixe, Interland, qui n'a pas de dessin pour l'instant, qui viendra, mais je vous raconte déjà le texte. Enfant, j'entendais parler de l'Interland milanais. Je ne savais pas trop ce que se cachait derrière un tel mot revêche. Je connaissais bien le terme presque identique de Wonderland, le pays d'Alice. Mais si ce n'avait pas l'air d'être tout à fait la même chose, le Wonder comme le Inter semblait cacher des situations étonnantes. Un lapin pressé et bavard d'un côté, des routes brumeuses, diablement néoréalistes et sans véritable destination de l'autre. Un monde enchanté, pas forcément enchanteur pour Alice, un monde flou des bords de ville pour ceux à qui la ville semble un paradis à venir ou un enfer à tenir à distance. Plus ou moins selon qui m'en parlait. L'Interland milanais était un étrange concept pour l'enfant que j'étais, d'autant plus que j'en faisais plus ou moins partie. Plus ou moins, selon qui m'en parlait. Car pour certains habitants des dernières collines alpines qui viennent mourir dans le lac de Caume, l'Interland auquel j'appartenais était l'Interland zurichois. C'est peut-être pour là que j'ai appris à vivre dans un concept, dans l'entre-deux. Autre préfixe. Plus tard, il m'est arrivé d'apercevoir l'élégante silhouette d'Aldo Rossi, l'hyper-milanais, dans le Lichthof de Karl Moser, à l'université de Zurich. Comme j'avais alors en tête les maisons à pattes accrochées à des pentes lombardes que dessinait Rossi, je me voyais projeté en habitant des territoires construits par les traces de tous ceux qui y sont passés. Les territoires corridors comme le sont le Tessin d'où je viens, les halls de gare, à la gare Monde de Milan, les salles des pas perdus, l'escalier de l'Opéra Garnier, la rampe de la Suspended Houses de Nelson, l'escalier d'accès à la Casa Girasole de Moretti à Rome et quelques autres lieux de transit. Ces moments où les figures de Rossi et Moser se superposaient furent une belle leçon sur le voyage des idées en architecture. La plus belle occasion d'espace n'est-elle pas située dans ce qui relie? Merci. Merci à tous les deux pour vos conférences assez riches et relativement différentes, il faut le dire. Mais on ouvre maintenant la parole au public pour poser des questions et pour lancer la discussion collective de ces 2 présentations. Merci beaucoup pour ces magnifiques conférences. Et je trouve que, justement, on voit bien qu'il y a des choses qui se déplacent dans l'architecture profondément, aussi bien de la question du rapport au vivant que du rapport au langage. C'est-à-dire que l'architecture,
c'est un peu une hypothèse que je fais profondément à la suite, bien sûr, de ces 2 journées, mais aussi déjà dans beaucoup de... finalement, en travaillant sur la question de l'architecture et de la ville, c'est de voir à quel point la question du vivant entre dans la scène vraiment et de la préoccupation de l'architecte et le langage qui a droit de citer, qui fait citer, qui fait architecture, qui fait récit, qui fait ville. Donc je trouve que c'est frappant. Enfin, d'ailleurs, c'était pas tout à fait une surprise de voir, mais dans les 2 conférences, on voit bien la puissance de ces deux moteurs que sont le logos et le vivant. Non, mais en t'écoutant, Chris, je me disais qu'il y a une notion que je n'ai pas abordée, mais finalement qui peut s'énoncer en mettant en relation le vivant et le langage, qui est la poésie, et que peut-être traverserait ou permettrait de relier les 2 interventions, parce que j'ai pas abordé Kenneth White et la géopoétique, et il me semble important de dire que, par exemple, sur ce front de l'Anthropocène, il y a aussi des manières d'aborder la planète qui sont aussi par une sorte de figure poétique, lui-même disant que justement la poésie est un universel, mais il dit un universel par le bas, c'est pas du colonialisme. Il y a partout une expression poétique dans toutes les civilisations. Et on voit bien que c'est sans doute que la figure de la Terre, ce géo que Kenneth White appelle dans sa géopoétique, est une sorte de motif qui peut être aussi abordé, appréhendé ou travaillé ou support à une poétique. Et je me disais que dans la présentation que tu as faite, il y avait aussi cette manière de se repérer par le poétique dans le monde tel qu'il est. Oui, certainement. Là, au moins, disons, pour répondre à la question, là où je vois un pont entre, le mot pont n'est pas innocent, entre nos interventions, c'est qu'il y a des mots relevés dans la présentation de Xavier, comme mot entrecroisement, qui revient à plusieurs fois. Et peut-être ce que j'ai essayé de dire, c'est effectivement l'importance de relier les choses, de croiser les choses. Et je pense que ça, et peut-être que c'est ça qui rend vivant. C'est le fait qu'effectivement, on n'est pas d'un seul côté, qu'on est toujours sur une ligne fragile qui permet de mettre un pied d'un côté et de l'autre, et on ne sait jamais, et on se rend compte qu'on a besoin de mettre les pieds des 2 côtés pour tenir debout. C'est pas une question, c'est plutôt même une façon de manifester une adhésion intellectuelle. En ce qui concerne le thème de la première conférence, c'est presque dommage que ce soit... Enfin, j'espère qu'il y a un avenir, parce que c'est pas seulement qu'un thème, parmi d'autres. Je veux dire, la question que vous posez est tellement centrale et tellement fondamentale qu'on pourrait imaginer un colloque futur de 2 journées avec un appel d'offres. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre très, très au sérieux et à bras-le-corps. Juste, c'est vrai que, la présentation que j'ai faite, elle est aussi sédimentée, j'ai oublié de le dire, du travail qu'on fait au laboratoire Gerfaut sur la notion de milieu, mais qui a été, j'ai cité Georges Canguilhem, mais j'ai oublié de citer Chris Younes, qui, a permis par sa capacité à conceptualiser tout ça, à bien avancer ou à amener dans le champ de l'aménagement urbain, de l'urbanisme ou de l'architecture, cette notion de milieu. Donc c'est vrai que c'est une réflexion qui a aussi sa part d'inquiétude, parce que les milieux peuvent être une systémique assez totalisante et un peu inquiétante, voire totalitaire. Enfin, on voit bien aujourd'hui comment on parle de tout surveiller, de savoir... le SMS que vous êtes peut-être en train d'envoyer secrètement, vous voyez, et donc les milieux, qu'est-ce que c'est ? Enfin, il faut vraiment mettre en débat cette notion pour voir comment on peut s'en saisir avec en tout cas cette obligation qui est faite
d'en rabattre un peu sur notre puissance d'installation sur la planète, parce que on la fragilise, mais on en dépend encore. Donc c'est un rapport assez étrange qu'il faut construire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, merci pour vos présentations. J'ai envie de poser la question à Xavier, de développer un peu plus la notion de corporalité que j'ai essayé d'amener hier aussi, et qui est venue aussi dans une autre présentation tout à l'heure, la corporalité animale. Cette corporalité qui a à faire avec le milieu aussi, avec la notion de land, enfin terre, mais terre non pas seulement globe, mais aussi, et pas seulement land, mais aussi soil, donc terroir, la matière, terre. Et je réfléchis beaucoup à ces questions de l'importance de la corporalité dans l'architecture, mais je ne sais pas encore comment la développer. Est-ce qu'il y a des pistes là en philosophie qui permettent d'avancer? Ben, comment dire, en tout cas, elle émerge ou elle est très florissante, la corporalité, lorsqu'on la nomme sensorialité dans l'architecture. Et que, en tout cas, on a bien vu qu'il y a eu cette critique de dire la pauvreté sensorielle de l'architecture moderne, conceptuelle, froide ou exclusivement visuelle, avec cette définition autour du jeu des volumes sous la lumière, quelque chose de visuel comme ça. Et évidemment, on a vu, Juhani Pallasmaa raconte ça très bien dans ses ouvrages, qu'il y a une sorte de développement d'une corporalité active dans la sensorialité, dans le rapport à l'environnement. Donc ça, on pourrait dire qu'évidemment, alors ça donne tous des excès, puisque ça donne une sorte de sursaturation sensorielle postmoderne. Enfin, c'est les écrans qui se mettent à clignoter, qui marchent au pas, qui nous attendent dans les couloirs du métro. C'est aussi ça. Hein. Donc la manière dont le corps, il y a une préméditation. Il y a une autre culture, la culture d'architecture. Enfin, le projet, c'est une préméditation, mais on voit que les sciences du marketing préméditent aussi notre relation à l'espace. Donc là, le corps, il est forcément l'objet de toutes les attentions, on pourrait dire. Et il y a un premier domaine là-dessus. Et puis, enfin, pour moi, il y a aussi une autre approche, mais qui est plutôt, qui se relie assez au nihilisme, parce que finalement, le corps, c'est ce qui va nous faire mourir un jour. Hein. Enfin, Camus le montre assez bien. Enfin, il y a une sorte d'ancrage, en tout cas, dans l'existence et dans la représentation, qui est assez saine, je trouve, pour éviter la l'hubris ou la démesure ou des dérives comme ça, de penser qu'il faudrait télécharger notre cerveau dans une machine pour être éternel. Enfin, tout ça, ça me semble un peu absurde. Mais en tout cas, on est quand même sur ce champ de réflexion et on voit qu'il y a une sorte d'équipement des milieux qui se fait aussi de plus en plus... on parlait hier de cette notion d'ange. Comme ça, comme s'il y avait c'était Daniel Payot dans sa première intervention qui parlait du fait que dans la post-métropole, il y a cette sorte de fantasme, ce désir par les connexions d'un allègement pratiquement réussi d'une sorte de citoyen qui serait comme un ange, qui flotterait comme ça au-dessus des choses. Bon, alors là, le corps, il nous leste un petit peu, puis ça fait pas de mal. Bonjour, je vais essayer de parler français, mon français c'est un peu limité. Et pour moi, je voulais vous congratuler pour les deux conférences. Je pense que M. Bonneau il a fait une introduction qui est très scientifique et un point de vue aussi qui est très physiologique de comment placer l'homme dans la planète, une réalité qui est visible et réelle. D'un autre côté, M. Merlini, il a placé plus la conférence du point de vue culturel. Une construction artificielle sur le monde, que ça m'a semblé très poétique, et c'est vraiment le langage qu'on parle les architectes normalement. Est-ce que ça ne sera pas la difficulté, et ces limites ou ces frontières qu'on a pu, ou la confrontation entre les deux exposés, ça ne sera pas la difficulté de parler entre la réalité et la construction culturelle qu'on a maintenant les architectes aujourd'hui? Je ne sais pas si c'était clair la question. C'est comment on peut effacer les limites, ces limites entre une réalité très claire et scientifique et une limite culturelle qui peut être en train de travailler dans un niveau différent. Merci. A priori, donc si j'ai bien compris la question,
La question, effectivement, est que effectivement, nos deux présentations peuvent paraître très, très différentes. Et qu'on parle deux langues différentes, entre guillemets. Je ne crois pas que ça soit le cas. Je pense que ça représente effectivement deux manières de parler de la même chose. Et je pense que moi, je me mets dans la place de quelqu'un qui fait du projet. C'est à peu près la seule chose que je sais faire, c'est faire du projet comme architecte. Donc, je fais des projets, certains se construisent et beaucoup ne se construisent pas parce qu'effectivement, ils se placent peut-être en décalage par rapport aux besoins, disons, d'un certain monde économique, pas forcément dans les besoins de la société. Je crois répondre aux besoins de la société, en revanche, par rapport à un décalage par rapport à certaines manières de pratiquer l'architecture. Mais c'est vrai que pour avancer, j'ai peut-être besoin de ma manière de penser, mais j'ai aussi besoin de ce qui est dit par d'autres personnes qui parlent différemment et qui amènent aussi un savoir nécessaire à faire le projet. Donc je me place un peu, même si je parle de manière peut-être un peu atypique par rapport à peut-être certaines présentations qui ont eu dans la journée, je me place quand même un peu dans le rôle d'une forme d'éponge qui essaye d'absorber tous ces différents discours et qui, à un moment donné, tous ces différents discours reviennent ou deviennent projets. Alors, comment je fais? Je ne sais pas, parce que je crois qu'une des questions les plus difficiles pour un architecte, c'est de parler comment il fait du projet. Voilà. Et ça, j'ai toujours, même si ça fait 30 ans que j'enseigne et autres, je crois malgré tout, mais il ne faut pas le dire à mes étudiants, je ne sais toujours pas comment on enseigne le projet. Peut-être la question, elle est aussi un peu au cœur du colloque, c'est-à-dire rencontre architecture et philosophie. C'est aussi deux attitudes, mais je pense qu'il n'y a pas d'idéal type de la rencontre. On a bien vu comment s'était passé, ou l'aventure de cette rencontre il y a 30 ans. Et c'est vrai que chacun se nourrit. Enfin, j'aime bien dire que la philosophie n'est pas là pour intimider et que l'architecture n'est pas là pour instrumentaliser. Mais voilà, c'est des rencontres où chacun se nourrit. Exactement comme Luca vient de le dire, il me semble que c'est des enrichissements de chacun dans ce qu'il a à faire dans son activité et sa pratique, quelle qu'elle soit. Bon, sans vouloir abuser de ma position, moi j'ai quand même une question pour les deux. Avant-hier, avec mes étudiants, on a discuté du passage du traité d'Alberti sur les origines de l'architecture, qui est un passage très court, dans lequel il renverse un peu la position de Vitruve et il rend l'architecture à ses propres origines, pour ainsi dire. Du coup, d'après mon analyse, ça donne une responsabilité particulièrement lourde à l'architecture et peut-être par déduction à l'architecte. C'est-à-dire l'architecture devenue une sorte de nécessité, comme les lois de la nature. L'architecte serait en prise avec ces lois-là et du coup aurait une responsabilité à lourdeur proportionnelle à cette nécessité. Alors, la question que je me pose est soulevée d'abord par ce que j'ai entendu chez Xavier, mais elle est, comment dire, la conférence de Luca a provoqué une espèce de surenchère par rapport à cette question, parce que je me demande de quoi l'architecte est responsable. Donc, d'abord, à l'Anthropocène, à l'ère de l'Anthropocène, quelle est la part de responsabilité de l'architecte pour le fait qu'il y en ait et pour les éventuelles manières de pallier, si on estime que c'est synonyme de crise environnementale. Et deuxièmement, celui qui s'occupe du monde, du milieu du monde, qui fait du projet,
quelle est sa responsabilité par rapport à ce milieu-là. Donc la question s'adresse aux deux, quelle est la responsabilité de l'architecte? Ah oui, je dois dire comme note de bas de page que mes étudiants, presque unanimement, se sont estimés pas responsables. C'est peut-être un phénomène culturel ou de société ou de génération, je ne sais pas. J'étais assez perturbé, je vais reprendre cette question avec eux au prochain cours, mais pour l'instant, ils s'estimaient pas responsables. Moi, sur la responsabilité de l'architecte, je remettrais bien ça en dialogue avec les interventions qu'il y a eu ce matin autour du pragmatisme. Et je pense que une définition du pragmatisme qui est peut-être de se dire qu'il faut se sentir responsable des effets de ses actes. Et que donc, ça c'est un peu le projet, mais on pourrait dire que le projet, on imagine des situations, on les anticipe, on se promène dans les bâtiments, on essaye enfin c'est une sorte de programme de recherche par anticipation de comment ça va pouvoir transformer des choses. Mais je pense que si ce pragmatisme dont on aimerait qu'il soit plus actif ou dans lequel on aimerait que les architectes s'engagent plus, bien c'est une expertise encore plus large de toutes ces responsabilités d'aménagement. Et je pense que le projet il peut se saisir de ça à des échelles territoriales. Enfin, on sait en France, par exemple, qu'il y a un bassin versant d'une petite rivière dans le Tarn qui fait l'objet de grands débats, et plutôt que s'envoyer des grenades à la figure, on peut mettre en question, avec les outils du projet et de l'architecture, des modes de développement d'un bassin versant. Et là, l'architecture a une capacité de projet à multiplier ses savoirs, ses connaissances que je mentionnais, mais parce que c'est mieux il me semble que c'est un horizon démocratique assez désirable d'avoir cette expertise partagée en amont, mais dans lequel on débat projet contre projet dans des modes de développement plutôt que on arrive à des situations où on s'envoie des grenades à la figure. Donc c'est une responsabilité par anticipation qui me semble, en tout cas une capacité de l'architecture à éclairer la question de la responsabilité. Moi, j'ai une réponse assez combative, dans le sens que je dirais que l'architecte est responsable de toute la transformation du monde. Mais en a-t-il les moyens? C'est pas sûr. Mais le fait de ne pas avoir les moyens ne le dédouane pas de sa responsabilité. Je peux t'inviter à une conversation avec mes étudiants la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu parce que la voix était assez basse. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Il y en a une qui est sur, si j'ai bien compris, la question pourrait dire quel est le profil de l'architecte, c'est-à-dire entre chercheurs, praticiens et autres positions qu'il peut assumer. Je pense que moi, je ne fais pas tellement ces différences. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut constater que dans la réalité, il y a un certain nombre d'architectes qui sont des purs praticiens et qui ne développent ou qui ne théorisent pas leur travail. Il y en a d'autres qui se placent très clairement dans la recherche et se dissocient, on pourrait dire, de la partie professionnalisante de leur profession. Pour moi, je me situe un peu entre les deux, et c'est une position qui m'intéresse, parce qu'effectivement, je crois qu'on ne peut pas, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure qu'on avait la responsabilité de la transformation du monde, c'est pas une petite responsabilité, et donc on ne peut pas l'assumer, même si on a, je disais, peut-être pas tous les moyens, mais on ne peut pas l'assumer si on n'a pas, par rapport à ça, une envie de vivre quand même dans un monde qui a des passages d'une discipline à l'autre, des passages de questions à d'autres, etc. Et je dirais la question d'un architecte-chercheur qui combine pratique et chercheur, et je pense que le projet qu'on réalise est parfois un objet de recherche. Donc moi, c'est cette position-là qui m'intéresse, et j'ai plutôt confiance dans l'avenir de l'architecture dans
peut-être dans cette forme d'architecte que dans celui qui les écoles. Moi, j'ai toujours pensé, mais je ne suis pas le seul, hein, je me souviens quand même de quelqu'un comme Luigi Snozzi, qui n'est pas un architecte de piètre qualité, qui disait, lorsque les écoles d'architecture formeront des étudiants qui sont inutilisables par les agences professionnelles, l'école fera son devoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut former des incapables et des non-professionnels, mais ça veut dire qu'il faut former des personnes qui sont critiques. Et moi, je me place dans cet aspect-là. C'est-à-dire, et je pense que l'enseignement, l'école, les écoles d'architecture, mais comme les universités en général, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une spécificité, je pense, de la discipline architecturale, doit former et bien former des personnes qui ont un regard critique sur la société, sur le monde dans lequel on vit. Voilà. Je pense que c'est la première mission. Alors après, les différences là-dedans, recherche, praticiens et autres, elles ne m'intéressent pas trop. Moi, je souhaite qu'effectivement cette dimension critique, elle soit la matière même peut-être des études. Xavier, tu souhaites? Non. Oui. Stéphane, ce sera la dernière question parce qu'on arrive à C'est pas une question en réalité, c'est par rapport à hier. En fait, on s'est autorisé à utiliser la métaphore de la divagation. Et je voulais dire que par rapport à ce qui a été dit hier, quelque chose me paraît intéressant qui relie finalement vos deux interventions. Hier, on a beaucoup parlé de départ et d'écume. Hein. Et ce qu'on oublie évidemment, c'est que, parce qu'on attribue le terme d'écume essentiellement à Sloterdijk, mais cette écume fait d'abord partie de la poétique mallarméenne. Hein. Donc l'épars et l'écume sont tous les deux des termes privilégiés dans cette poétique du naufrage, cette poétique du désastre mallarméen. Et je pense que vos deux interventions doivent nous inviter à relire un des plus beaux textes de Mallarmé, qui est « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard », parce que précisément, et l'épars et l'écume y sont à l'œuvre, même au niveau du signifiant, puisque la répartition des signifiants sur les pages joue précisément sur cette question de l'épars. Alors si je dis ça, c'est parce que je voulais justement faire le rapprochement entre cette poétique du désastre, de laquelle nous devons prendre conscience, ce naufrage possible de l'humanité, puisque c'est ça cette poétique du désastre, hein, chez Mallarmé, c'est que l'écume, on ne sait pas comment on doit l'interpréter. Elle est peut-être l'indice d'un naufrage, mais on n'en sait rien. Elle est aussi l'écume de la flûte de champagne, hein, dans notamment le salut qu'il adresse aux jeunes poètes. Donc elle est deux choses. Elle est possiblement la trace d'un naufrage. Elle est aussi la poésie en train de se faire. Alors si je dis ça, c'est parce que je ne sais pas si vous savez que ce très très beau texte se termine par quelque chose qui ne peut que interpeller l'architecte. Un des points forts de ce texte, c'est « Rien n'aura eu lieu que le lieu ». Alors voilà, j'aurais voulu simplement dire que cette phrase poétique nous autorise probablement, au cours de nos divagations, à parler d'encore l'architecture, encore la philosophie et pourquoi pas encore la poésie. C'était tout ce que j'avais.